La Grèce est, à juste titre je crois, autant qu'il en exista jamais une, la terre des dieux. Comme beaucoup des premières civilisations du globe, la civilisation hellénique se donne pour descendante des premiers dieux créateurs de l'univers. Il ne suffit pour cela que d'ouvrir la Théogonie d'Hésiode pour découvrir en ces pages la lignée imaginée et fantastique des temps premiers du bassin égéen. Avec Hésiode, Homère, dont l'Iliade et l'Odyssée constituent deux épopées importantes de l'hellénisme, témoignent d'un fantastique humain curieux de ses origines. L'histoire, elle, propose une plus trépidante lecture des arcanes du temps. C'est de Crète, l'île la plus grande de Méditerranée orientale, que nous viennent les prémices d'une civilisation dite grecque, la civilisation crétoise ou minoenne. Cet empire mi-légendaire, révélé par des fouilles entreprises à Knos, doit son nom à son premier roi prétendu, Minos. Campée sur le dos de Zeus métamorphosé en taureau, et prestement enlevée, assurément séduite, Europe fut conduite en Crète, où elle donna naissance à son fils. La civilisation minoenne semble s'être imposée dès l'an 3000 d'avant notre ère, jusqu'aux alentours de 1400, pour disparaître progressivement, supplantée par de nouveaux voyageurs indo-européens belliqueux, les Achéens, venus s'installer sur le pourtour de la mer Égée. Essentiellement pâtres, conduisant leur bétail, entre 2000 à 1900 avant Jésus-Christ, les Achéens petit à petit viennent destituer les premiers résidents, adoptant, en ne manquant pas de la détruire, leur civilisation. De 1600 à 1200 environ, la transition est faite. Cette récente culture, appelée mycénienne, jouira de ses positions, pour elle aussi disparaître enfin, majoritairement chassée du Péloponnèse, effacée derrière un nouveau peuple, les Doriens. Les côtes de la mer Égée se colorent alors d'une profusion de dialectes, qu'amènent à leur suite Éoliens, Ioniens et Arcadiens. Dans ce paysage de mer, de montagnes et d'îles éparpillées en archipels, depuis des millénaires déjà, fourmillent les arts et les échanges commerciaux. Ce relief particulier de la terre grecque, permettant une connexion fluide d'une île à l'autre, conduit à une rapide expansion vers les côtes tantôt occidentales qu'asiatiques. Très vite, cette myriade de peuples jaloux de leur indépendance s'empresse de ne répondre que de leur propre organisation politique et militaire. Dès 800, le monde grec se réinvente. Les nouvelles découvertes en agriculture, ainsi que la connaissance et l'utilisation du fer, le développement de l'armement et les florissants échanges commerciaux, invitent les Grecs à repenser leur organisation. Jusque-là du tout au tout patriarcal, la famille est d'abord groupée en clans, assemblés eux-mêmes en fratries dépendant des tribus, nommées les eupatrides, aristocrates oligarques, seuls maîtres de la vie politique des cités. Cet écart profond mêlé d'injustice, qui ne cesse de miner le petit paysan, assujetti en qualité de serf, ou encore les artisans, les marins ou les commerçants, amènera beaucoup de ces eupatrides ne voulant rien perdre de leurs privilèges à l'exil vers la Sicile notamment, où seront successivement fondés et Naxos en 750 par des Chalcidiens et Syracuse en 733 par des Corinthiens. C'est en 621 qu'en réponse à la pression croissante de la bourgeoisie laborieuse, à Athènes, Dracon organise la justice, impose l'arbitrage de l'État et limite l'usage de la vengeance personnelle des familles entre elles. Quelques années plus tard, Solon, en 594, opère une division des classes, répartissant ainsi, selon leurs revenus propres, charges et droits individuels. Dès lors, n'importe quel citoyen, de quelque extraction qu'il fût, participe aux délibérations du peuple, vote et prend la parole. L'après-Solon, mouvementé, laisse Athènes au tyran Pisistrate, seul gouverneur par 2 fois élu, de 561 à 556 et de 546 à 527. Admirable dans son administration, encourageant l'industrie et le commerce, et protecteur avéré des lettres et des arts,
À sa mort en 527 lui succède son fils, Hipparque, assassiné en 514, puis Hippias, son frère, chassé d'Athènes en 510. À l'est cependant, s'avance un gourmand empire, les Perses, qui dès 546 déjà, subjuguant l'Asie mineure avec à leur tête Cyrus, bat Crésus et avance sur l'Attique. Les populations occupées, révoltées, obtiennent d'Athènes son soutien, annonçant ainsi 43 années de conflits armés, les guerres médiques, en même temps que l'une des périodes les plus brillantes de la culture grecque, le siècle de Périclès. Quand arrive Périclès, tout est là disposé pour la venue d'une ouverture nouvelle en politique dans un siècle promettant de grands troubles. Le jeune Périclès n'a que 9 ans en 490 lorsqu'éclate le premier conflit d'importance entre l'empereur perse Darius et Athènes, dans la baie de Marathon. Là, après avoir soumis les Cyclades entières par mer, l'empereur perse et ses hommes se voient accueillis par Miltiade et ses soldats. La défaite n'est pas longue à venir qui contraint Darius à rebrousser chemin. Une décennie plus tard, en 480, Xerxès, fils de Darius, s'en vient s'abattre sur les 300 boucliers spartiates, portant main forte à Athènes en bloquant l'avancée de ses armées à hauteur du détroit des Thermopyles. Commandée par un vaillant homme, Léonidas, la maigre coalition sera déjouée et défaite par la malice et l'appétit de lucre d'un traître qui mène d'un pas empressé Xerxès vers Athènes, ensuite pillé et mis à sac. La population, conduite par l'ingénieux Thémistoclès à Salamine, attend, craignant pour ses droits et sa liberté, que sa flotte finisse de réduire à rien l'effort militaire de l'empereur ennemi. Xerxès dérouté, forcé de se replier, est terrassé une année plus tard, en 479, à Platée. En réponse à l'inquiétude sérieuse d'une nouvelle offensive perse, Athènes, sortie triomphante de Cérix, crée la Ligue de Délos en 478, qui signe ainsi son hégémonie et mécontente Sparte, l'éternel ennemi. Le dernier foyer de résistance perse, cantonné à Eurymédon, est démantelé en 465, définitivement et pour de bon. Les guerres médiques terminées, Simon paraphe enfin la paix portant son nom, en l'année 449, enjoignant les Perses à ne jamais plus avancer d'armée à moins de 3 jours de marche de la mer. Sparte, cependant, agitée, peut-être revancharde, assurément insatisfaite de l'influence athénienne, débute avec elle une guerre de 2 années, de 447 à 445, qui lui conteste le droit à la souveraineté. En 445 même, Périclès ratifie avec Sparte la paix de 30 ans, et donne à sa cité ses lettres de grandeur, en augmentant par exemple sa puissance navale et militaire, et en l'embellissant de monuments comme le Parthénon. Mais comme un foyer jamais éteint, c'est en 431 qu'éclate la guerre du Péloponnèse. Sparte, impliquée directement dans une querelle d'intérêts opposant Athènes à Corinthe, son allié, envahit l'Attique pendant qu'Athènes, repliée en ses murs, souffre d'une peste ravageuse, qui emporte avec elle Périclès en 429. La guerre est engagée qui durera jusqu'en 404, un an après que Lysandre ait anéanti l'armée athénienne à Égospotamos et acculé la cité rivale à abandonner ses conquêtes, sa flotte et la démocratie. Sparte s'assure désormais les pleins pouvoirs, mais périclitera à son tour en 371, bien trop affaibli par ce récent conflit armé de 27 années, date à laquelle le Thébain Épamonidas débarrasse les territoires de la Béotie, de la Messénie et de la Thessalie de la présence spartiate, assurant pour 9 années la gloire et le renom de Thèbes. La Grèce, décadente et essoufflée, voit grandir au nord, inquiète, la puissance de Philippe II de Macédoine, averti des heurts qui s'y font, assis sur le trône depuis 359. Menacés, les plus importantes cités grecques s'assemblent dans l'espoir d'arrêter l'avancée macédonienne qui, en 338, à Chéronée, assure à son roi la victoire et la primauté. Un an plus tard, en 337, Philippe II crée et préside la Ligue de Corinthe, qui, sans manquer d'affirmer son total contrôle, assure une paix certaine. Lorsqu'est assassiné le monarque en 335, son fils, le célèbre Alexandre le Grand, né en 356 et alors à peine âgé de 20 ans, pupille d'Aristote, s'essaie au fait d'armes en matant un soulèvement thébain. Lancé sur une voie qui dut lui assurer sa place au Panthéon posthume, et pour reprendre le rêve démesuré de conquête de son défunt père, Alexandre remporte une victoire décisive sur l'empereur perse Darius III en le défaisant à Issos en 333,
pour pousser plus loin le front de ses possessions jusqu'à Tyr en 332 et fonder en Égypte nouvellement libérée la ville d'Alexandrie. En marche, ses troupes dévastent la résistance perse à Gogamel en 331 et s'emparent de Babylone, Suse et Persépolis. Sa dernière victoire, survenue en 326, qui à tout jamais l'éternisera comme le plus grand conquérant et expéditionnaire de son époque, l'opposa au roi Paros d'Inde avant son retour décidé à Babylone, où, 3 ans plus tard, en 323, il devait mourir de la fièvre. Alexandre disposa ses généraux, devenant de chaque cité conquise les gouverneurs, sans être jamais parvenu à unifier son empire, démantelé par cela même qu'il chargea de l'office de régenter les cités prises, partout il aura essaimé la culture hellénique. Instruites de la mort soudaine et foudroyante d'Alexandre, les cités grecques essuyant le joug macédonien, secouées d'un dernier soubresaut, tentent un soulèvement, réprimé subitement par Antipater, alors gouverneur de Macédoine. La décadence est là qui imprime sur le visage de la Grèce les stigmates d'un glorieux passé révolu et consommé. À l'ouest, alors que s'empourpre le ciel d'un crépuscule des dieux, grandit un plus grand astre encore, Rome, qui de 211 à 168 réduit la farouche Macédoine à une province de son empire, avant que Mummius ne piétine Corinthe, en 146, et annexe ce qu'il reste de la Grèce à Rome.